Il y a un an, TVL subissait un choc majeur, la fermeture de son compte bancaire sans justification. Les conséquences sont désormais chiffrées. 442 987 € de préjudice estimés. Pour un média indépendant, c'est une somme considérable et c'est pourquoi nous avons décidé d'engager une riposte judiciaire. Cette affaire n'est pas arrivée par hasard, elle est la rançon du succès. Depuis des années, TVL fait face à des restrictions de visibilité, des suppressions de contenu, des obstacles techniques et financiers. Pourquoi ? Parce que TVL a fait le choix de l'autonomie et n'a pas choisi le conformisme face aux grands sujets de notre temps. Nos analyses du mouvement des Gilets jaunes, de la période Covid et plus généralement des affaires internationales ont fait notre singularité dans un environnement médiatique très formaté ou aligné, quelle que soit la sensibilité politique. Nous n'avons pas non plus baissé la garde sur les scandales intérieurs au pays, qu'il s'agisse de l'affaire de pédocriminalité qui a secoué le périscolaire parisien sous gestion socialiste de la capitale, mais aussi des questions migratoires et sécuritaires, sans verser pour autant dans une ligne de défense d'un système de surveillance attentatoire à nos libertés. Cette liberté éditoriale et la défense des libertés sont au cœur du projet de TVL depuis plus de 10 ans et elle a un coût supporté grâce à vos dons et une gestion rigoureuse de notre média. À l'approche de 2027, la bataille de l'information sera décisive. Pour rester indépendant, nous avons besoin de moyens. Soutenir TVL aujourd'hui, ce n'est pas seulement aider un média, c'est défendre le pluralisme, la liberté d'informer, le droit d'entendre une autre voix. C'est investir dans un projet qui dure depuis plus de 10 ans. Je compte sur vous, toutes les équipes de TVL comptent sur vous. Bonjour, chers amis. Ne soyez pas surpris, Patrick Luzinski, le présentateur habituel, ou Olivier François ne sont pas là. Ils ne sont pas démissionnaires, ils ne sont pas malades. Ils ont simplement quitté Paris, quitté la ville, comme disait Christine Angot. Mais pour eux, c'était pour faire un retour au pays natal. Là, pour le coup, comme le disait Aimé Césaire. Pourquoi un retour au pays natal ? Eh bien, parce que nous allons vous présenter le dernier numéro d'Éléments, qui est en kiosque et qui est consacré à la remigration. Pour en parler, mes invités, c'est la rédaction d'Éléments, Daoud Bouguezala, Rodolphe Carte et Anthony Marinier. Bonjour, messieurs. Bonjour, Jean-François. La remigration, c'est peut-être l'idée nouvelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a Saint-Just disait en 1789. Alors évidemment, c'est un précédent un peu... ça s'est mal fini. Donc souhaitons que la remigration ne soit pas le cas. Mais il y a très peu d'idées neuves en politique. La remigration me semble être une idée neuve. Pour Saint-Just, c'était le bonheur. Là, c'est autre chose. C'était impensable il y a encore 5-10 ans. Le terme était impensable. Et il est en train peu à peu de s'imposer un peu partout en Europe de l'Ouest. Jusqu'au temps des gouvernements qui n'hésite pas à en parler, au Danemark, en Italie, la Ligue en parle, qui est dans le gouvernement de Meloni. Donc la remigration à l'ordre du jour. Mais avant de parler de la remigration, pourquoi dans ce grand dossier que nous lui consacrons, avec Renaud Camus, Jean-Yves Le Gallou, Martin Sellner, on a fait un grand entretien, Daoud, avec Nicolas Pouvreau-Monti, qui vient de sortir un livre, moi, qui me semble indispensable, Immigration, mythe et réalité. J'avais pas lu un livre aussi important depuis Tribala, en réalité. Il me semble que c'est un livre synthèse, un livre événement, un livre qui fait date, pour montrer comment l'immigration s'est emballée en France ces 20 à 30 dernières années. Alors effectivement, Nicolas Pouvreau-Monti, pour ceux qui ignorent ce nom, est directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Et avant de parler de remigration ou d'options de politique migratoire, encore faut-il s'accorder sur un diagnostic. Et de ce point de vue, son livre est de salubrité publique, effectivement, où pour simplifier, puisque vous référez à Michel Tribala, il explique très bien comment on est passé en quelques décennies assez vite d'une immigration de travail à une immigration de peuplement pour tout un tas de raisons, à commencer par une espèce de coup d'état des juges dans les années 70, puisque c'est quand même le nœud gordien de toute cette affaire, c'est que la politique migratoire, l'immigration massive de peuplement n'a fait l'objet d'aucune délibération démocratique, et pour cause, au moins 2/3 des Français sont contre. C'est un des rares sujets consensuels parmi l'opinion publique, sinon parmi les médias et la classe politique, et on en mesure quotidiennement les conséquences.
Oui. Alors quelques chiffres peut-être, puisque le titre d'accroche, c'est la France n'a jamais connu un tel niveau d'immigration. On pensait qu'on avait tout vu jusqu'aux années 2000. Ben non, c'est pas le cas. L'immigration s'emballe. Oui, et atteint d'ailleurs, des rythmes. Alors, vous avez quelques chiffres à nous donner. Alors oui, il faudra lire l'entretien ou son simplement, si vous livre. permettez, Daoud, Allez-y. si j'insistais sur Tribalas, c'est que l'INED, l'INSEE, moi, mon sentiment, c'est que ça n'est plus de la statistique, c'est de l'approximographie. Hervé Lebras, qui est le grand ponte et qui a ferraillé très longuement avec Michel Tribalas, errant au Collège de France aujourd'hui. Moi, quand je lis Hervé Lebras, il n'y a pas de problème migratoire en France. Oui. Le grand placement n'existe pas et l'immigration n'augmente pas non plus. Oui, puis il suffit de refuser de mesurer ce que vous voulez pas voir et on tombe dans une forme de lysenkisme démographique. Il y avait un prix Lysenko il y a quelques années. Là, on est à plein dedans. Alors que on ne dira pas qui le remettait. Oui, on ne dira pas. Alors que en fait, ces chiffres ne tombent pas du ciel. La plupart des sources. Il se trouve que l'observatoire de Nicolas Pauvreau de l'immigration et de la démographie procède à ses propres études et travaille aussi sur sources ouvertes. L'IFOP, il y a des travaux très très bien menés sur telle ou telle filière d'immigration. Vous pouvez le suivre régulièrement sur le site du Figaro. Et d'ailleurs, ce qui me rend relativement optimiste, c'est que le fameux livre, quand même assez fort, Nicolas Pauvremonti, a vu ses bonnes feuilles publiées dans Marianne, ce qui est un signe des temps aussi. Oui, d'ouverture. Et dans le Figaro également. Puis le livre est en tête des ventes sur Amazon. Mais lisant votre entretien, j'ai noté donc 120 000 titres de séjour, 120 000 titres de séjour en 97. Donc c'est il y a 25 ans, quoi. Oui. Aujourd'hui, 380 000. On multiplie par 3. Oui, tout ça est cumulatif, évidemment, puisque les immigrés ne repartent pas, contrairement, par exemple, à l'immigration d'il y a un siècle qui était intra-européenne, typiquement les Italiens d'il y a un siècle, et Nicolas Pauvreau cite les chiffres de Pierre Milza, où à l'époque, il y a un siècle, je crois, 2/3 de l'immigration italienne, qui était anthropologiquement, évidemment, sans commune mesure avec l'immigration en provenance d'Afrique ou du Maghreb, qui est repartie. Aujourd'hui, ça pose tout un tas de problèmes, y compris économiques, puisqu'on nous objecte régulièrement que l'immigration est une chance, que ça va financer le système des retraites. Or, Nicolas Pauvreau, il répond très bien en expliquant que non, on fait venir des gens qui cotisent peu. Et donc, sans même parler de tous les problèmes anthropologiques, des conflits culturels, même économiquement, on est toujours dans le panier percé. C'est négatif, c'est un tonneau des Danaïdes. Rodolphe Carte, vous êtes l'auteur du Mélenchon, Le bruit et la fureur, avec une nouvelle édition. Donc je la présente, une édition augmentée, qui est un joli succès. C'est un livre très complet et très fouillé sur Mélenchon. Ces chiffres migratoires, on aurait pu penser, enfin pas nous, mais depuis 30 ans, on nous explique qu'ils vont s'assimiler, s'intégrer, etc. Or, ça marche pas. Ça marche pas en France, ça marche pas en Angleterre. Oui, exactement. Et d'ailleurs, pour reprendre l'entretien et même le livre de Nicolas Pauvremonti, Jean-Luc Mélenchon aurait pu l'écrire. Il connaît aussi bien ces chiffres, aussi de l'évolution démographique de la France. Et peut-être, Daoud l'a mentionné, c'est très bien qu'il y ait en incise du travail de Nicolas Pauvremonti aussi le dégonflage de cette baudruche de la France qui n'est pas une terre d'immigration. Parce que lorsqu'on gobe le concept de Nouvelle-France de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'on a gobé au préalable la France comme terre d'immigration, etc., etc. En fait, quand on débat sur le concept de Nouvelle-France, c'est comme si on avait déjà un train de retard. Parce que justement, tout le monde a en tout cas pas chez nous, mais en tout cas, on va dire le public au sens général, pense que justement la France a été une terre d'immigration et comme l'explique très bien Nicolas dans son livre, il y a une immigration intra-européenne au début et uniquement à la fin du 19e siècle. Sinon, le substrat ethno-culturel français a été relativement stable pendant des siècles. Et donc oui, c'est un travail qui est vraiment intéressant là-dessus. Et d'ailleurs, moi, ça m'a fait penser à un autre livre, En attendant les barbares, de Guy Sormand, qui n'est pas un auteur de chez nous, on pourrait dire, c'est plutôt l'école libérale. Et lui revenait déjà sur cette incapacité de toutes les sociétés européennes. Alors, vous savez, en Europe, on a un peu nos sensibilités. Par exemple, il y a un modèle multiculturel en Angleterre, un modèle assimilationniste en France, un modèle, on va dire, de tolérance aux Pays-Bas, et un autre modèle encore, notamment par le travail, en Allemagne avec la diaspora turque. Et à l'époque, donc dès 92, justement, Guy Sormand montrait à quel point aucun de ces modèles, en réalité, ne réussissait à intégrer. Et déjà à l'époque, on a des conflits interethniques assez, j'ai envie de dire, houleux. Et donc, on voit, j'ai envie de dire, une fois de plus, le temps perdu. Parce que là, le constat avait été fait il y a déjà des années. François, vous avez cité Michel Tribalas, c'était quoi? Des travaux qui datent d'il y a 10 ans, il me semble, peut-être? Non, plus 15, quand elle est à
l'INED, c'est dans les années 90, les années 80-90, les grandes polémiques avec Hervé Lebras, c'est à la croisée de 80-90. Effectivement. Et déjà, elle pointe toutes les... Il y a 15 ans, elle a eu son heure de gloire de diabolisation. Si vous vous souvenez d'une émission sur France 2 où elle se prenait des tirs de barrage à 3 contre 1, une femme avec un certain Frédéric Bonneau, un certain Gérard Miller, qui s'est reconverti dans l'hypnose depuis. Voilà, il faut le voir pour le croire. Mais en revanche, pour finir, on voit vraiment une accélération de ce phénomène, c'est-à-dire qu'on n'est absolument plus aujourd'hui dans le débat assimilation ou intégration ou association. Là, on est directement à remigration. Donc on voit l'accélération avec ces chiffres que vous avez mentionnés qui s'accélèrent aussi d'année en année. Et là, peut-être c'est un travail que nous, on essaye de faire à Éléments, de déminage, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'une partie de la droite, on va dire du centre-droit, se rend compte de cet appel vis-à-vis de l'insécurité et de l'immigration. En revanche, on voit qu'il y a toute une partie des gouvernements, notamment centraux, pour se maintenir, qui jouent sur l'ambivalence immigration légale, immigration illégale. Voilà, exactement. Donc là, une fois de plus, Éléments et d'autres sont en avance, parce que le débat de demain, il sera sur celui peut-être du retour au pays. Donc là, c'est à l'ordre du jour dans tous les pays européens, sauf en France. Et en France, on est pionnier. Et on profite de la sortie du livre de Jean-Yves Le Gallou, aux éditions de la Nouvelle Librairie et de l'Institut Iliade, Remigration. Qui est notre archange, quelque part, de la remigration. Vous citiez Saint-Just, l'archange de la... de la terre. On le dira à Jean-Yves, que les auditeurs de TV Liberté connaissent bien, puisqu'il y anime immédiat. 2 chiffres de Prouveau-Monty, impressionnant, vraiment impressionnant. 23% de la population française est d'origine immigrée sur 2 générations. 23%. C'est-à-dire, en gros, un quart des Français sont d'origine étrangère. Donc, l'heure est grave. Et surtout, en France, c'est l'immigration la plus africaine, c'est ce qui ressort de l'entretien qui vous a donné, et la plus musulmane d'Europe. Voilà. Donc, qui pose également le problème ce que moi j'appelle le choc des nations domestique. 2 mots, vous évoquiez les Italiens qui sont, avant de rentrer dans le vif du sujet de la remigration des Italiens, donc les Ritaliens, rentrés au pays de surcroît, même chose des Polonais, on l'a oublié, même chose des Espagnols, fin des années 30, à la veille du deuxième conflit, de la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de retours forcés, contraints, d'immigration de travail, que des hommes, en Pologne et en Espagne. Mais dans l'article de tête de Thierry Dubois de notre dossier, il rappelle que 300 000 Morisques au XVIIe siècle ont été expulsés, donc c'était des descendants musulmans convertis de force. Échange de population dans les années 20 entre la Grèce et la Turquie, pour des populations qui étaient en Asie mineure, les Grecs en l'occurrence, depuis 2000 ans, 2500 ans, 3000 ans. Oui, ça se fait dans des conditions pas très recommandables. Mais la violence malheureusement. C'est pour ça que c'est une fausse ancienne idée, nouvelle idée. Oui, c'est vrai. Ça, c'est déjà passé dans l'histoire, il faut ça n'a jamais été théorisé comme tel. Non, simplement ça s'est pratiqué. Rapatriement évidemment forcé des Français dans des conditions dramatiques, des Français d'Algérie, rapatriement des Portugais en Angola, Mozambique. C'est aussi l'exemple pakistanais avec les Afghans. On aurait pu citer l'exemple de l'Iran avec les Afghans, mais ce sont des pays qui ne s'embarrassent pas tellement de l'état de droit et de juges constitutionnels. Alors, quand vous parlez de la question des juges, Jean-Yves Le Gallou l'aborde très longuement dans Remigration. Il appelle ça le juge-exit. Alors, je ne sais pas s'il y avait un mot à dire sur cette... mais je renvoie les auditeurs à la livre de Jean-Yves Le Gallou qui me semble central. C'est comment, Anthony, lever le verrou des juridictions, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour européenne et des conventions qu'on a pu signer. Oui, c'est ça, en fait, le souci avec la remigration et quand on rentre dans le dur du sujet. Parce qu'effectivement, les premières strates de la remigration, c'est-à-dire déjà arrêter l'immigration, qu'elle soit légale ou illégale, ou renvoyer les OQTF, les étrangers, etc., illégaux, a priori, ça fait consensus, même dans la loi. Par contre, si on veut aller un peu plus loin que simplement ce sujet-là, effectivement, on risque de se heurter à la dictature des juges, typiquement. Et Thierry Dubois, dans son excellent papier, dans notre dossier, l'aborde. Jean-Yves également l'aborde dans son livre sur la remigration. Et effectivement, le juge-exit, c'est le point de départ, a priori, pour pouvoir essayer d'envisager une remigration. Oui. Mais il me semble qu'il y a néanmoins d'autres points de blocage. Il y a le juge-exit, ça ne fait pas un pli. Il y a un obstacle juridique majeur. Vous évoquiez les OQTF. Enfin, c'est des gens qui devraient partir et qui devraient être expulsés, qui ne le sont pas. Donc ce sera difficile. Les juges aussi. Même pour ce premier étage de la remigration, à l'heure actuelle, pour appliquer la loi, c'est l'aberration du système. Les juges mettent des bâtons dans les roues. Vous ne pouvez plus pratiquer le système européen actuel de reconduction en charter en groupe, comme essayaient de le faire Pasqua les années 90 quand il se faisait
traité de fasciste. Alors, Pasqua, il nous manque le Pasqua. Et même chose pour Salvini, je me permets, mais Salvini qui a été embêté justement par la justice italienne parce qu'il a essayé de faire respecter la loi. Même chose pour Leggeri avec l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en fait, les juges mettent des bâtons dans les roues. Ah non, mais il y a une mainmise des juges. Quand Louis XIV dit l'état de droit, l'État c'est moi. Aujourd'hui, l'état de droit c'est moi, dit la magistrature. Hein. Mais il me semble qu'il y a d'autres obstacles. Hein. Et je me tourne vers vous, Rodolphe, Eckhardt. Mélenchon, il me semble qu'il y a un immense obstacle, qui est l'obstacle idéologique. Hein. Bien sûr. Comment imposer la remigration avec une gauche virulente qui tient la rue? Et bien c'est même, j'ai envie de dire, une citadelle à prendre à plusieurs remparts. On a évoqué le rempart juridique avec les juges nationaux, les juges, on va dire, internationaux ou en tout cas européens. Il y a ce second rempart, on va dire, de l'extrême gauche. Ça pourrait réveiller un mythe résistentialiste, le mythe des porteurs de valises, le mythe des gens qui cacheraient. Vous en souvenez peut-être du tollé médiatique avait été, ne serait-ce que le renvoi de Leonarda. Oui, exact. Sous Hollande. Hein. Sous Hollande. L'expression délit de solidarité aussi est une forme de victoire. Avec Cédric Herrou. Et aussi, il y a un autre obstacle, c'est le refus des pays. Chez qui on renverrait ces populations, ou en tout cas ces individus. C'est abordé dans le dossier. C'est très bien que ce soit abordé. On a des moyens de pression chez nous, notamment via les transferts de fonds. On pourrait peut-être mettre le holà ou ce genre de choses. En revanche, vous avez dû aussi voir l'actualité récente. En Allemagne, on parlait du renvoi possible des Syriens. Et vous avez le gouvernement syrien qui, justement, pour l'instant, refuse de les récupérer et parle de ces diasporas en Allemagne, ces diasporas syriennes en Allemagne, d'actifs stratégiques. Parce qu'on sait que ces pays, justement, tiers, du Maghreb, d'Afrique ou même d'ailleurs, d'avoir des populations de diaspora en Europe, ça leur permet d'avoir des leviers aussi d'influence directement sur place. Et d'ailleurs, les émeutes qu'on a connues dernièrement, je pense notamment aux émeutes de Naël, il y a un secret de polichinelle. On sait aujourd'hui que des puissances étrangères ont joué sur ces manifestations avec des agents intérieurs ou de l'extérieur pour influencer justement ces mouvements. On sait qu'il y a des choses qui sont établies mais qui ne sont pas encore sur la place publique. Mais ça, c'est vraiment un enjeu aussi. Et ça, c'est pour ça que la question de la remigration, c'était une question qu'on doit se poser. Je pense que notre dossier le fait d'une manière très satisfaisante avec toutes ces strates, mais on voit que c'est une citadelle en fait à abattre, qui a plusieurs remparts et plusieurs douves qu'il faura justement traverser. Mais il y a du travail, hein. Mais en attendant, néanmoins, et ce sera la dernière question sur la remigration, puisque l'échéance avance de l'émission, c'est peut-être le mot remigration comme mot canon, comme mot mobilisateur, hein, disons Jean Béguet. Oui, exactement, ça, vous avez tout à fait raison. De la même manière que l'opposition à la remigration pourrait être un mythe résistentialiste, comme vous l'évoquiez, Rodolphe, le mythe mobilisateur des Européens enracinés pourrait être la remigration. Pour revenir rapidement sur la gauche, le mot remigration, le souci, c'est qu'il charrie beaucoup de fantasmes. Et beaucoup d'a priori négatifs, évidemment. Le grand avantage de notre dossier et du livre de Jean-Yves, je reviens dessus, c'est justement de poser les bases et la définition de ce terme, qui n'existe pas dans le dictionnaire. Donc forcément, un terme qui n'est pas défini, on peut y mettre ce qu'on veut derrière. D'où le mythe résistentialiste de la gauche, en se basant sur des fantasmes, en imaginant le renvoi de 20 millions de personnes, ce qui n'est vraiment pas envisagé. Pour revenir au mythe mobilisateur à droite, effectivement, il me semble qu'aujourd'hui, si on doit en trouver un pour unir un peu les droites européennes, ce serait celui de la remigration. Le sous-titre du livre de Jean-Yves, c'est « Pour l'avenir de nos enfants ». L'Europe de nos enfants. L'Europe de nos enfants, merci. Effectivement, quand on projette les courbes démographiques, etc., il me semble qu'il n'y a pas d'autre mythe plus mobilisateur aujourd'hui que celui de la remigration. Oui. Mais peut-être, vous l'avez dit, il y a une question, je pense à la décroissance. Hein. Il y a un préfixe privatif qui rend le mot pas très sexy. Remigration, alors moi, je le jette comme ça, hein, mais les Pasquoiens et Pasqua, hein, dans les petits cercles, dans les années 80, à l'époque des charters, hein, qui avaient une verve phénoménale, plus qu'un verbe, une verbe, hein, ils parlaient de back to bled. Hein. Donc retour au bled, hein, c'est assez amusant. Évidemment, c'est Nicolas B avait un mot assez drôle en disant je suis pour le regroupement familial au bled. Ouais, au bled. Ouais.
On peut parler aussi de remigration joyeuse ou... Oui, ou tranquille. C'est plutôt Laurent Ozon. Tranquille. Moi, j'ai pensé qu'on intitulait, mais nous Tranquille, tous, la remigration tranquille avec non plus le clocher de François Mitterrand par Séguéla, mais un minaret. Voilà. Alors, dans ce numéro d'éléments, il y a également Daoud Bouguezala, un entretien explosif, me semble-t-il, avec un général, le général Yakovlev, qui sévit, qui fait des shows sur LCI très régulièrement et qui nous dit que la guerre est le Viagra des dirigeants américains. Décidément, c'est un général qui a le sens de la formule. Que nous dit-il dans cet entretien ? Alors, le général Yakovlev, peut-être le présenter en 2 mots. Oui. J'ai découvert, comme nous tous sur LCI, c'est un ancien très haut gradé de l'OTAN. Donc, c'est pas du tout un anti-américain rabique. C'est quelqu'un qui défend l'OTAN, sa nécessité, l'Alliance Atlantique, qui est assez loin des positions d'éléments, mais c'est un otanien critique. Et par exemple, il revient longuement sur la faute stratégique qu'est cette guerre en Iran, la guerre de Trump, mais aussi quelque chose qu'il a vécu aux premières loges, qui est, que vous connaissez bien, la guerre contre la Serbie en 99, décidée par l'OTAN. Et il m'a agréablement surpris par la virulence de son ton, et même des détails qu'il donne, puisqu'il explique que Wesley Clark, le général américain, a dupé à l'époque Bill Clinton et voulait mener sa petite guerre de vendetta contre l'État serbe, alors même que, d'après lui, les Kosovars étaient mieux lotis à l'époque au sein d'une Serbie qui commençait à lâcher du lest qu'aujourd'hui avec leur État fantoche indépendant qui est reconnu par peu de pays. Qui est semi-mafieux ou totalement mafieux. Mais revenons à nos moutons. Et donc, il explique, en tant que stratège, il explique comment les Iraniens, en fait, avec l'arme du faible, les conflits asymétriques, en fait, à chaque fois, vous avez une surenchère technologique du côté américain. Très bien, on est les plus grands, les plus forts, les plus dévastateurs, mais c'est le scénario vietnamien, le scénario somalien, afghan. Et là, avec le détroit d'Ormuz, comme l'a dit un député iranien, le détroit d'Ormuz est notre bombe atomique. C'est une erreur d'anticipation de Trump et de son entourage. Enfin, d'après Yakovlev, il écoute peu ses conseillers stratégiques compétents, qui est quand même étonnant. Et est-ce que vous diriez, là je me retourne vers Rodolphe, Carte, que le général Yakovlev est un ingénieur du chaos. Si je vous parle d'ingénieur du chaos, c'est qu'on a démoli Giuliano da Empoli, qui avait sorti il y a bientôt 10 ans, Les ingénieurs du chaos, le bouquin est réédité en poche, ce qui est une charge techno, une charge des élites contre les tribuns du peuple, contre les sécessioplébéistes. Est-ce que Yakovlev, c'est un général Bijard en puissance Non, mais justement, pour faire le lien, je pense que le moment du Kosovo, c'est vraiment aussi fondateur. On se souvient, à l'époque, il y avait eu ce journal, La Grosse Bertha, où si vous regardez les signataires, justement, là, ça va... C'était la Nouvelle Droite qui était à la manœuvre. Voilà, exactement. L'âge d'homme. Et on voit... L'âge d'homme. Et oui, l'âge d'homme. Et donc... Bien sûr. Et on voit des gens... J'étais à cheval entre les deux. Et on voit des gens de gauche et de droite. Et aujourd'hui, les personnages comme Dampoli, je mets aussi dedans Gilles Grésani, qu'il me pardonne si j'écorche un peu son nom, ou même Frédéric Martel, vous savez, l'auteur de Occident avec AS, parce que c'est un peu... Sodoma aussi, c'est un peu le renouvellement de cette classe. Vous savez, c'était ces anciens hommes de gauche qui étaient devenus néoconservateurs, très atlantistes, avec le cercle de l'Observatoire. La Fondation Saint-Simon. La Fondation Saint-Simon. Et là, on voit cette nouvelle génération d'hommes, d'intellectuels qui émergent. Alors, qui sont très bien réseautés. À chaque fois, c'est passé par des grosses structures, par justement des réseaux atlantistes, ils ont des très bonnes presses. Et aujourd'hui, ça devient un peu les intellectuels pour les plateaux un peu bourgeois, pour une certaine presse. Et donc, c'est très bien que Thomas Hentier revienne avec ce travail un peu de démolition, parce que pour eux, le populisme, il y a une cause à ça, c'est la manipulation. C'est-à-dire, le peuple ne se réveille pas parce qu'il y a des causes légitimes, non, c'est parce qu'il est manipulé par des petits génies du numérique qui arrivent à animer ses passions tristes. Et donc, je pense que ce sont des ennemis parce qu'aujourd'hui, on les voit, ce bloc central, pour prendre un mot un peu valise, il est de plus en plus rétracté. Et on voit qu'il y a cette volonté de ne pas faire, vous savez, ce fer à cheval où on va regrouper une partie des personnalités, on va dire, de la droite radicale et de la gauche radicale, comme on a pu le faire au moment de la Grosse Bertha, et comme on a pu le faire parfois un petit peu via la Nouvelle Droite, même si pour certaines raisons et certains sujets comme l'immigration dont on vient de parler, il y a aujourd'hui des voies de non-retour entre, malheureusement... Vous avez d'ailleurs en 2005,
2005 le nom au TCE, qui a permis une alliance à front renversé entre la gauche. D'ailleurs, la feuille de chou de cette espèce de statu quo du système, c'est franc-tireur, hein, et ce qui donne des articles. Pour nos auditeurs, avec Fourest, et justement, ce qui donne des articles, Raphaël Antoven. De vrais affreux. Dernièrement, est-ce que vous êtes tombé sur un article qui traite le maire de Saint-Denis-Bagayoko, contre lequel il y aurait beaucoup à dire, de Maurras de notre temps? Enfin, c'est d'une rigueur intellectuelle à toute épreuve. Autant Aimé Césaire et Maurice Barrès, mais alors là, là ça m'échappe, le point de comparaison. Tous les méchants sont dans le même pot. Et donc, autre série dans Éléments que Anthony Marinier vous faites depuis plusieurs numéros, c'est une exploration de la France périphérique. Alors, vous avez exploré la fin des bistrots, le catch. Moi, ce qui m'avait... La France du catch, qui pour moi était un univers assez kitsch. Hein. J'avais le grille de lecture à la Roland Barthes et ses mythologies. Maintenant, vous montrez que c'est autre chose. Hein. Il y a un arrière-plan culturel. Et dans ce numéro, vous poursuivez votre série qui débouchera sur un livre, hein, forcément, d'ici 1 an ou 2, quand vous aurez fait une dizaine de papiers, sur la France du Turing, ou je ne sais pas comment on prononce. Moi, je connaissais Alan Turing, hein, mais je connais... Ouais, ok. Donc, voilà. C'est quoi la France du Turing? La France du Turing. En fait, je me suis rendu compte qu'on parlait énormément, enfin de plus en plus, de la France périphérique. Le livre de Guy Louis, les travaux de Fourquet, et encore plus avec l'éruption des Gilets jaunes, etc. Mais que c'est une France qu'on connaissait assez mal, et surtout son soubassement culturel et populaire. Donc je me suis lancé dans une série effectivement d'enquêtes, comme vous l'avez rappelé François, sur le catch, le tuning, la fin du bistrot PMU. Dans ce numéro-là, spécifiquement, j'évoque le tuning qui se raccorde parfaitement avec la sociologie des Gilets jaunes. Parce que ce qu'il faut savoir, peut-être que les téléspectateurs ignorent, c'est qu'il y a une vraie ramification entre les rassemblements de tuning qui sont interdits, qui se font dans des espaces... Dans la France des Gilets jaunes, oui, les non-lieux, les parkings, sont les parkings, etc. Les zones commerciales. Toute la mécanique et l'organisation des rassemblements de tuning, en fait, c'est reporté sur l'organisation du mouvement des Gilets jaunes et sur l'occupation des ronds-points. Ouais. Et cette filiation-là, je pense qu'elle a été assez peu vue, et c'est ça que j'ai voulu mettre en lumière. Je vous confirme, moi, si vous permettez, et sans flatterie, les travaux de Jérôme Fourquet, de Jean-Laurent Casselli en partie, mais surtout Fourquet, à partir de, je pense que vous serez d'accord, à partir de l'archipel, c'est la France, l'archipélisation, nous parle de cette France périphérique. Moi, je suis toujours fasciné de voir les sociologues de gauche qui, depuis 70 ans, nous envoient au visage le bouquin, le chef-d'œuvre de Richard Hogarth anglais sur la culture du pauvre, où il démolit d'ailleurs George Orwell et la décence commune, mais c'est un fils de pauvre qui était appartenu à la gauche anglaise et qui a fait un tableau sociologique de ce qu'était la culture populaire anglaise. Mais c'est vu d'un siècle. C'est-à-dire qu'ils connaissent tellement peu les pauvres, tellement peu la périphérie, qu'ils n'ont pas mis à jour leur logiciel. Donc vous êtes en train de le mettre à jour. Et sur le tuning, peut-être un mot de Rodolphe Scarpe, parce que c'est un monde, vous venez de cette France, me semble-t-il. Oui, quand j'étais très jeune, j'aimais bien ce mouvement. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il charrie en tout cas une population majoritairement, on va dire, blanche, ou en tout cas autochtone. Et puis, justement, comme l'a très bien dit Anthony, aujourd'hui, il joue aussi sur... ou en tout cas contre l'état de surveillance à ces rassemblements sauvages. Il y a parfois même des affrontements avec la police, il faut aussi le mentionner. Il y avait la liste des interpellés une fois où on voyait que des noms Enzo, parce que c'était des noms qu'on donne majoritairement à des enfants autochtones, mais par contre d'une certaine classe sociale. Il n'y avait pas des Jacques Elie Favreau, comme qu'on a retrouvé par exemple ailleurs, qui sont d'une autre classe sociale. Ni des Boussards. Voilà, exactement. Donc c'était intéressant de voir aussi ces cultures parfois blanches. Et d'ailleurs, on peut même faire un parallèle avec le Technival, mais du côté plutôt de gauche, cette fois où là, c'est très politique, où là on voit aussi une volonté de lutter un peu contre l'état-surveillance, contre l'état total. Donc ça, c'est des thèmes en tout cas qui nous plaisent un petit peu, nous, normalement, à la Nouvelle Droite, où on essaye d'avoir un point de vue un peu désaxé du tout surveillance, du tout sécuritaire qu'on a trop souvent malheureusement à droite, je pense. Et qu'Anthony Marinier met merveilleusement en lumière. Bravo à lui. Merci. La remigration en kiosque, le dernier numéro d'Éléments. La prochaine fois, vous retrouverez Patrick Luzinski ou Olivier François, ou l'un ou l'autre. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Et quant à moi, je vous dis aussi dans 2 mois, mais comme intervenant sur le plateau et non pas animateur. Merci à vous.